C'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. Grand Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé. Ce bonhomme là, c'est pas Zizou. Là, c'est pas Zizou. Là, c'est truc. Je vais faire le choix du cœur, je dirais Ronny, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Lucas peut jouer ici, peut jouer là. C'est le référent. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 11 de Jeux en triangle. Dans mon 11 à moi figurent Geoffrey Stein et David Hernandez. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Bah ça va super, si tu me mets numéro 6 en sentinelle, ça va. Ah, on est en concurrence du coup. Non, non mais du coup ça m'inquiète de ce que tu vas faire à partir de 11. Parce que là maintenant on est sur le banc quoi, à partir du 12e on est sur le banc. J'ai plus d'aspiration là, c'est le dernier lancement un peu travaillé, après c'est fini. Le principe du podcast est toujours le même, on prend 3 joueurs, on échange autour de leur parcours, de ce qu'ils nous ont laissé comme souvenir et à la fin chacun les classe en 3 catégories, titulaires, sur le banc, au placard. On vous rappelle aussi qu'on est dispo sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, etc. Mais aussi sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Allez, on se lance dans le vif du sujet. Pour cet épisode 11, on revient à notre format classique avec 3 joueurs, 3 milieux de terrain. On parle de 3 titulaires indiscutables dans les 2 clubs de Manchester, mais aussi dans 3 sélections qui feront partie des favoris dans l'Euro qui vient de se lancer. C'est parti pour un débat autour de Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes et Paul Pogba. C'est un Belge, un Portugais et un Français qui vont à l'Euro. Le dernier gagne, les 2 autres tombent à l'eau. C'est parti pour l'échauffement. On se lance avec l'échauffement. David, si tu veux nous dire ce que t'évoques ces 3 joueurs importants. On va commencer avec Kevin De Bruyne. Du coup, Kevin De Bruyne, c'est son interview qu'il avait donnée à la télé belge lors de l'Euro 2016, où le journaliste lui demande ce qui manque à la Belgique pour montrer son vrai visage dans la compétition. Et De Bruyne le regarde avec un dédain en lui disant « Je m'en bats les couilles ». Et je trouve que ça résume mais tellement De Bruyne et un peu cette génération dorée de la Belgique, un peu hautaine et sûre d'elle. Non, bien sûr que non. Donc voilà, c'est ça m'avait marqué. Sur Bruno Fernandes, alors j'avoue que j'ai pas vraiment de souvenirs marquants de lui. Il y a bien sûr des frappes incroyables avec Manchester ou avec le Sporting, mais on va dire qu'il m'a surtout rapporté beaucoup d'argent à l'époque où il jouait encore au Sporting, parce que c'était la machine à marquer du club. Vous connaissez le titulaire de David. Et du coup, c'était lui qui tirait les pénaux et tout. Et les cotes étaient toujours belles, du coup il m'a fait gagner beaucoup d'argent. Et sur Pogba, c'est surtout le Pogba de la Juve, avec sa crête blonde. Là. J'ai encore le souvenir d'un but contre le Napoli, je crois que c'est en 2013, où il se lève le ballon et il enchaîne avec une demi-volée qui finit poteau rentrant. Et derrière, il fait une célébration. Alors, je sais pas quelle est la signification. C'était pas un dab comme il a l'habitude. Et c'est vraiment cette image de Pogba à la Juve qui me reste quand je pense à lui, en fait. Alors pour enchaîner avec Pogba, j'avais aussi ce Pogba de la Juve qui m'a beaucoup marqué. Mais moi, c'est plus son but en finale de Coupe du Monde contre la Croatie. Parce que en fait, il résume à peu près tout le joueur qu'il est. Au départ de l'action, prise de décision en une demi-seconde, il fait cette transversale extraordinaire dans la course de Mbappé, de l'extérieur du pied, là, un peu fouetté. Il continue sa course, donc ça monte tout le volume du joueur. Et puis ensuite, qualité de frappe du gauche. Bon, Subasic reste un peu bloqué. Mais c'est tout Pogba pour moi, c'est-à-dire zone d'influence dans son camp, dans la passe et dans le camp adverse. Ensuite, De Bruyne, c'est un souvenir de stade. Un souvenir dur pour les supporters d'Arsenal, puisque c'était un Arsenal-Manchester City en décembre 2019. Donc victoire de Manchester City à l'Emirates assez facile. C'est une démonstration de City et un De Bruyne complètement injouable qui claque un doublé au cœur d'une période où il était statistiquement très fort en plus sur cette fin d'année-là. Deuxième minute, il met un but superbe. 15e passe décisive pour Sterling et juste avant la mi-temps, encore une belle frappe. Donc plié, climatisation de haute qualité à l'Emirates, donc c'était assez phénoménal. Et puis Bruno Fernandes, c'est le derby de Manchester, mars 2020. Il fait ce petit coup franc par-dessus la défense pour Anthony Martial qui marque d'une volée directement.
Et puis ils avaient refait un petit peu la même quand United explose Southampton 9-0. Il y a encore cette passe à l'arrêt là, pour Martial qui marque, alors pas directement en une touche, mais ils avaient fait 2 fois cette action-là qui m'avait un peu marqué, et ça montre un petit peu sa qualité de pied sur coup de pied arrêté, puis sa qualité de pied qui est parfois un petit peu insolente. Pour enchaîner sur Bruno Fernandes, alors moi j'ai retenu sa technique de penalty. Parce que je trouve ça assez. Alors c'est encore autre chose que Neymar. Là, c'est un espèce de pas de danse au dernier moment pour poser la jambe d'appui, puis mettre la frappe. Il a une réussite incroyable sur penalty. Il est à 41 sur 43. Donc c'est quand même très très costaud. Et voilà, c'est. En fait, quand je pense à Bruno Fernandes, je pense à ça parce que c'est vraiment un geste inhabituel. Il y a Jorginho qui fait un peu la même chose. Et voilà, j'avais jamais vu cette technique de penalty. Autant voilà, le style à la Neymar, ça fait quelques années qu'il s'est démocratisé. Autant là, cette technique-là, je l'avais jamais vue. Et bah, pour le coup, ça marche très bien dans le cas de Bruno et aussi dans le cas de Jorginho. Donc ça va peut-être faire des émules chez les autres plus tard. Sur De Bruyne, bah, en fait, c'est son but contre le PSG en demi-finale retour de la Ligue des Champions de 2016. Pourquoi ? Parce que bah, c'est un peu pour moi la naissance de De Bruyne au haut niveau. Parce qu'avant, finalement, il a un bon début de carrière, mais c'est sa première saison à City. Première saison dans un très grand club européen avec des ambitions, et il l'amène direct en demi-finale, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du club avant. Et en plus, le fait que ça soit contre Paris, bah forcément pour moi c'est important parce que l'année d'avant, en fait, Paris essaye de choper De Bruyne, c'est une des priorités de Laurent Blanc de recrutement. Ça se fait pas pour notamment des raisons de fair play financier, et lui qui était pas ultra chaud pour venir en Ligue 1. Et en fait, déjà à l'époque je regrettais. Un an plus tard, au moment où il met ce but, je me dis bah, on est vraiment passé à côté de quelque chose. Et 5 ans plus tard, je me le dis encore plus. Et pour Pogba, bah, pour moi, c'est pas une image de terrain, c'est une image de vestiaire. C'est l'image que tu as dans je sais plus exactement le nom du doc, mais l'espèce des yeux dans les bleus de 2018. Son chant après France-Argentine, avec la caisse à matos où il tape le rythme. Et là, en fait, il y a tout Pogba parce qu'en fait, il y a ce côté ambianceur. Le côté rassembleur, il met un point d'honneur à citer tous les joueurs de l'effectif un par un, même les joueurs du banc, pour les inclure à cette victoire contre l'Argentine. Après, à la fin, ce demi-volée Pavard. Enfin, je sais pas, il y a tout Pogba, voilà, de résumé dans ce que je peux imaginer qu'il apporte dans un groupe, et notamment en équipe de France. On le voit que c'est un énorme leader dans cette équipe de France, un leader vocal, un leader d'ambiance. Peut-être un peu moins par rapport à ce qu'il fait en club, mais en tout cas voilà, j'ai vraiment cette image très forte de Pogba où bah voilà, t'as envie de le suivre jusqu'au bout du monde quand il est comme ça. Ça rappelle beaucoup de très bons souvenirs effectivement, et ça donne très envie de passer au match pour en dire plus sur ces 3 hommes. On va faire un match mon gars, un match de chez match on appelle ça. On commence par ordre alphabétique avec notre ami De Bruyne, 29 ans aujourd'hui, De Bruyne 1m81. L'aventure, pour lui, elle commence au KRC Genk entre 2008 et 2012, puis Chelsea entre 2012 et 2014, mais Chelsea qui le prête tout de suite au Werder lors de la saison 2012-2013. Puis ensuite, l'aventure à Chelsea, ça marche pas. Wolfsburg, une saison entre 2014 et 2015, et puis Manchester City depuis. Tu parlais de la saison du but de De Bruyne en 2016, où c'était un peu sa première saison sous le feu des projecteurs. Moi, je voulais quand même revenir pour commencer sur sa superbe saison à Wolfsburg, justement, parce que il essaye en première ligue, ça marche pas, bon, pour des raisons qui ne tiennent pas qu'à lui, parce que franchement, je crois qu'un de ses premiers matchs à Chelsea, il est homme du match, et Mourinho ne le fait pas jouer derrière, donc c'est assez incompréhensible. Mais cette saison-là, donc, où il va se refaire la cerise, comme on dit, en Allemagne, c'est footballeur de l'année, meilleur joueur de Bundesliga, meilleur passeur d'Europe, meilleur belge de l'étranger. Je crois que David Hernandez, il a eu ce titre aussi. Donc... Non, et équipe type de Ligue Europa. Donc on est sur une saison quand même très garnie, et j'ai trouvé ça fort à un moment où d'autres joueurs auraient pu peut-être s'écrouler psychologiquement après un début raté en première ligue. Ouais, puis cette saison à Wolfsburg aussi, ça met en lumière cette qualité présente chez De Bruyne depuis le début de sa carrière, c'est sa qualité de passe. C'est que j'aurais pu en parler dans l'échauffement, mais les effets qu'il arrive à mettre, alors on voit un peu moins actuellement, mais ces 2-3 dernières années, les effets où tu le vois enrouler la passe
entre le défenseur et le gardien pour trouver un angle de passe complètement incroyable. Et c'est vraiment sa qualité première. Sur les 5 dernières saisons, il est 4 fois au-dessus de 12 passes rien qu'en championnat. Ça classe quand même un joueur. Et je trouve que c'est un contributeur offensif hyper complet. C'est que à première vue, on a l'impression qu'il a pas forcément le gabarit de l'emploi ou vraiment adapté pour la première ligue, avec un côté non pas nonchalant mais un peu volant. Et au final, c'est un joueur qui a un volume de jeu qui est vraiment incroyable, qui pourrait être considéré comme un box-to-box s'il le voulait vraiment. Mais ouais, je trouve qu'il a vraiment que c'est sa qualité première, ça passe, et en même temps, ce qu'on voit moins, son volume de jeu. On a pas mal parlé des fois dans ce podcast déjà, quand on parlait des milieux, du fait que le football moderne avait un peu effacé les positions. Alors là, Kevin De Bruyne, c'est l'exemple type. Après, c'est parce qu'il est sous Guardiola, donc ça aide à être dans ce type de jeu. Mais c'est l'exemple type du joueur qui n'a pas de position définie, en fait. Il peut jouer autant 8, 6, un peu ailier de côté, mais qui va rentrer dans l'axe. Il est vraiment capable de tout faire sur un terrain. Et sa force, quand on parle de sa qualité de passe, elle est technique, je suis d'accord avec toi. Elle est aussi dans sa vision du jeu. En fait, il est très fort pour avoir vu la situation avant les autres. Donc du coup, quand il reçoit un ballon dos au but, sa première touche, elle le met quasiment tout le temps dans le sens du jeu. Et ça, c'est sa très grande force pour moi. C'est qu'il va tout le temps arriver à se retourner sur sa première touche. Et derrière, c'est forcément plus facile de donner une bonne passe ou de donner un bon centre ou de faire une frappe. Il a vraiment cette force à se retourner en une touche que je trouve exceptionnelle. Et très souvent dans des zones très denses, surtout à City, qui affronte très souvent des blocs bas. Dans des zones très denses, il arrive à trouver cette faculté à se retourner. C'est très très fort. De Bruyne, juste pour préciser, co-recordman avec Thierry Henry du nombre de passes décisives sur une saison de Première Ligue, 20. Et il est juste derrière Müller en Bundesliga. Je crois qu'il fait une saison à 20 passes aussi en Bundesliga. Cette qualité de passe, c'est vraiment ce qu'il définit. Et c'est la variété, moi, qui m'impressionne. C'est-à-dire qu'il est capable de renverser le jeu, de faire des longues ouvertures. Il est capable d'être très efficace, comme tu le disais, David, sur ses centres depuis les côtés. Pied droit, pied gauche, il a un pied gauche absolument phénoménal. Et il est extrêmement intelligent dans le petit jeu aussi. Dans le petit jeu, dans les 30 derniers mètres. Il arrive très souvent à faire le bon 1-2 avec son attaquant, à lancer en une touche. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et moi, alors je trouve qu'il a tu disais, David, qu'il mettait des effets incroyables et tout. Mais je trouve qu'à la fois, je me suis jamais dit comment il a fait pour mettre sa cheville comme ça, ou comment il a fait pour... C'est toujours, le geste est toujours très très pur, je trouve, chez De Bruyne, contrairement peut-être à un Fernandes, qu'on reviendra un peu après, où il y a un peu plus de fioritures, c'est un peu plus élastique, on va dire. Lui, c'est... Portugais, du coup. Attention David, attention. Non, c'est beaucoup plus dans la pureté du geste, avec une surface de pied qu'il maîtrise à la perfection, qui est le plat du pied. Ça paraît être la base du football, mais il a un plat du pied droit, notamment, extraordinaire. L'arrivée de Guardiola a vraiment changé son jeu. À la base, on le voyait beaucoup comme en Angleterre, ils l'appellent un peu un free eight, pas un free eggs, un free eight. C'est un breakfast. C'est dans le sens d'un 8 très libre dans sa zone de rayonnement. Je trouve que ça a vraiment changé son jeu, où, comme tu dis, Arthur, il est de plus en plus précis dans ces petites passes face à des blocs regroupés et dans le bon tempo. Sous Guardiola, ce qui a changé aussi, je trouve, c'est son caractère. Il est beaucoup plus, avec le départ de compagnie aussi et de David Silva, des capitaines, il a eu le brassard ces derniers temps, et il est beaucoup plus vocal. Au début de sa carrière, on lui reprochait un peu d'être taiseux et voire même un peu timide, et là je trouve qu'il a vraiment gagné en maturité et en leadership. Ouais, clairement, Guardiola, il l'a mis au centre du projet Manchester City. En fait, ça se voit sur le terrain et en dehors. Et sur le terrain, ça se matérialise en effet par un rayon d'action qui est peut-être plus limité au camp adverse. Il va peut-être moins descendre pour rechercher les ballons dans son propre camp. Mais du coup, pour moi, il y a quand même toujours ce côté électron libre qui lui permet d'un peu tout faire sur le terrain. On a déjà parlé de Xavi dans ce podcast. Pas comparer les deux joueurs, mais en termes d'utilisation par Guardiola de leur qualité,
je trouve que ça se rejoint un peu parce qu'on est vraiment sur une liberté totale. On est un peu dans cette même idée. On l'a complètement libéré des tâches défensives et heureusement parce que pour le coup, c'est pas un énorme joueur de duel De Bruyne. Il va arriver à récupérer des ballons, mais plus par son intelligence que vraiment par le contact. Mais par contre, il a cette faculté à être influent sur une zone d'action qui est à peu près de 60 mètres quasiment. Et ça, c'est la vraie force de Guardiola d'avoir réussi à le mettre complètement au centre de son projet. Et comme ça, il rayonne vraiment partout sur le terrain. Ouais, parce qu'on a parlé de ses passes, mais en fait, il y a beaucoup d'images de Bruyne qui a une grosse qualité de course balle au pied aussi. Il y a beaucoup d'images où il transperce ses lignes, il est capable de le faire balle au pied, et il est très fort pour fixer jusqu'au dernier moment et trouver le décalage dans le tempo parfait. Et dans cette idée de tempo, alors vous allez peut-être me dire que je m'emballe, mais ça rejoint aussi ce que tu disais sur sa capacité sur la première touche de balle à se mettre dans le sens du jeu. Je trouve que dans la maîtrise du temps et du timing, de faire les passes dans les zones utilisées, etc., il me fait penser à Zidane, moi, par moment. J'ai senti où t'allais. J'ai failli te stopper avant que ça soit grave. Qualité de premier contrôle, orientation du corps, petit plat du pied qui va bien, jamais de fioriture. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée, au revoir. Non, mais je trouve qu'il y a un petit côté Zizou quand même. Il y a un petit côté Zidane. Ça reste, évidemment très différent, mais moi, je peux pas m'empêcher de penser à Zidane sur certaines qualités de contrôle orienté, de choix de passe, etc. Je sais pas, il y a un petit truc qui me fait penser. Je laisse enchaîner, David. Moi, je vais me remettre de tout ça. C'est dur d'enchaîner après ça. Non, si je dois peut-être apporter un... Tempérer. Sans dire tempérer, mais peut-être apporter un petit bémol sur De Bruyne. Je trouve que en fait, c'est la pierre centrale du projet de Guardiola à City. Et ça en devient aussi le baromètre de Manchester City. C'est qu'on l'a vu beaucoup lors de la demi-finale contre le PSG, notamment lors du match aller. La première mi-temps, il passe complètement à travers et City n'arrive pas du tout à déployer son jeu, c'est une catastrophe. Et au final, dès qu'il commence à retoucher un peu plus le ballon après la pause, il commence à remettre le pied sur le ballon, à redistribuer un peu plus. Et bizarrement, City redevient la machine qu'elle est. Et après, bon, ça finit avec 2 buts un peu sortis de nulle part. Mais ça symbolise aussi ce baromètre que peut représenter De Bruyne aussi bien avec la Belgique qu'avec Manchester City. Ouais, je suis d'accord, c'est sa force aujourd'hui, c'est qu'il arrive toujours à trouver un moyen de peser sur le match, même quand il est un peu moins bien. Donc du coup, même quand il est dans un jour un peu moins bien, ce qui était un peu moins le cas avant, je trouve que des fois, il pouvait vraiment avoir des matchs où il passait à travers et c'était le cas pendant 90 minutes. Là, tu vas toujours arriver à trouver un moyen de peser sur le match et ça, c'est très fort. Et je trouve que le dernier cap à passer, c'est d'arriver à le faire avec la Belgique. C'est vraiment le leader technique de cette équipe belge, alors qu'elle ne manquait pas de candidats au départ, cette génération belge, pour prendre les clés du camion. Là, il les a prises. Il faut arriver à passer ce petit cap pour amener la Belgique à ce à quoi elle doit prétendre, c'est-à-dire au moins une finale de grande compétition. Il est en train d'accompagner ça à City et en Belgique. Mais il y a quand même, du coup, tu sens que c'est peut-être pour bientôt, en club comme en sélection, mais il y a ce côté beau perdant avec la Belgique, beau perdant avec City en finale de Ligue des Champions. C'est quand même un petit bémol à son sujet. C'est évidemment pas que de sa faute, ça dépend aussi du collectif, mais c'est quand même un petit bémol. Et une autre petite limite de Bruyne, c'est sur les pépins physiques. Il en enchaîne quand même beaucoup. Il y a 2 saisons, je crois, 2018-2019, il a manqué 29 matchs. Après une première blessure au genou, des rechutes, etc. Cette saison, mine de rien, il en a manqué une dizaine aussi pour cause de blessures. 2015-2016, c'était pareil, une dizaine de matchs ratés sur blessure. Et il a quand même souvent été embêté au niveau des genoux et musculairement. On va pouvoir enchaîner avec Bruno Fernandes, 26 ans, c'est le plus jeune de nos 3 joueurs d'aujourd'hui. Un petit peu plus petit, 1m79. Et alors lui a commencé en Italie, du côté de Novare Calcio, où il finit sa formation et il débute en Série B là-bas. Ensuite c'est l'Udinese pour 3 saisons, la Sampdoria en 2016-2017, puis retour au pays Sporting Portugal 2017-2020, et il rejoint United au mercato d'hiver, donc en janvier 2020. Au final c'est dans le profil, lui... un peu un numéro 10 à l'ancienne quand même, Bruno Fernandes, par rapport à un De Bruyne qui a un volume considérable, Pogba pareil, on reviendra après. C'est un peu le numéro 10 type, comme on en voit de moins en moins, je trouve, Fernandes aujourd'hui.
Après, il a évolué comme ça parce que c'était pas vraiment le cas au Sporting, par exemple, où ça pouvait lui arriver plus de jouer dans un double pivot ou dans un milieu à 3. Là, c'est vrai qu'à Manchester, avec les joueurs qu'il a derrière lui, des Pogba, des Fred, des Matic, des joueurs comme ça, Solskjaer a fait vraiment le choix de le positionner dans cette zone de numéro 10 et ça lui réussit très bien parce que son explosion statistique, elle est monstrueuse pour le coup. Il est vraiment capable Voilà, il marque 20-25 buts par saison, 10-15 passes D, c'est devenu la norme pour Fernandes. Après, ça reste un joueur qui est capable d'avoir le volume de jeu pour évoluer sur une plus grande zone du terrain. Je pense qu'à 26 ans, il est un peu à un stade où ça va se déterminer là, dans les 1 ou 2 ans à venir, vraiment le poste sur lequel il va se fixer pour le prime de sa carrière. Ouais, c'est ce qui ressort un peu depuis de tous les commentaires que tu peux lire sur lui. C'est qu'en Italie, à la Sampdoria ou à l'Udinese, ils l'ont pas gardé en disant on ne sait pas si c'est un 8, si c'est un 10. Au final, il paye un peu aussi ce physique, on va dire en première ligue, peut-être encore plus qu'ailleurs. C'est que ce physique, c'est pas un physique hyper impressionnant, mais au final, quand tu regardes, il fait la même taille et à peu près le même poids que De Bruyne. Mais l'impression visuelle, elle est tout autre en fait. Tu as l'impression d'avoir un joueur complètement, pas complètement frêle, mais un peu limité, costaud, ouais. limité physiquement. Et je trouve que c'est cette impression qui a aussi peut-être poussé de Solskjaer à le mettre plus comme un meneur de jeu que comme un numéro 8 avec quand tu as derrière, oui, comme tu dis, un Pogba qui est deux fois plus physique ou un Fred qui a un abattage beaucoup plus important. Mais ça ne l'a pas empêché d'être tout de suite décisif. Et je crois que quand j'ai fait les recherches, qu'il n'y avait personne depuis Cantona à son arrivée qui avait été autant décisif. Il tournait en janvier 2021, il était à un but ou une passe toutes les 76 minutes avec Manchester. Le mec, il est arrivé en première ligue, il a tapé du poing sur la table dans une club comme Manchester United, qui est quand même un club historique, et il a réussi à s'imposer direct. Ça montre aussi une certaine force mentale chez lui. Dans le profil technique, c'est peut-être le plus fort techniquement des trois, ou en tout cas plus fort que De Bruyne techniquement, ça pour moi c'est sûr. Et peut-être que Pogba, c'est moins sûr, mais en tout cas lui il utilise plus sa technique, puisque Pogba, on lui a demandé de par notamment son positionnement d'épurer un petit peu son jeu. Mais Fernandes, c'est un joueur qui a une carte que De Bruyne a beaucoup moins, je trouve, par exemple, c'est la capacité à aller provoquer le 1 contre 1. Et là où De Bruyne va faire la différence par peut-être une course balle au pied ou une passe, lui, s'il faut faire la différence en éliminant son vis-à-vis, il n'y a aucun problème. Et il a même, je trouve, un petit côté... Alors, comment dire, il a un petit côté, je ne dis pas qu'il est fort comme lui, etc., dans la manière d'attendre que son adversaire arrive et de l'effacer, Neymar. Il attend que le joueur arrive, il a ce côté un peu je provoque, je me joue un peu de mon adversaire. Ça, c'est pas du tout le registre des autres. Et donc, c'est un joueur qui est loin de systématiquement choisir la passe, parce qu'il a aussi, je pense, un profil un peu plus autocentré aussi. Il aime être décisif, il aime marquer, un peu plus individualiste par moment que ses deux compères du jour. Ouais, c'est peut-être lié à son parcours. Comme on l'a dit, c'est un parcours un peu cabossé. J'avoue m'être renseigné auprès du grand Manitou du football portugais, Julien Pereira. Et en fait, avant d'aller à Novara, il est formé à Boavista. En fait, à Boavista, il va être un peu obligé de partir parce que c'est un club en crise qui est lié à un scandale autour des arbitres, le sifflet doré au Portugal. Et le président de Boavista était à la Ligue à cette époque-là. Bon, je vous laisse aller regarder sur Internet exactement de quoi il en retourne. Mais en gros, il se retrouve à partir très vite en Italie à cause de ça. En Italie, il est plus ou moins pas payé. C'est sa maman qui lui envoie de l'argent de poche pour qu'il puisse vivre. Et donc, du coup, je pense que ça l'a forgé mentalement. Et ça a forgé aussi un joueur un peu particulier, en effet, qui est difficile à classer dans un moule actuel. On sent que c'est un joueur qui s'est un peu fait tout seul. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'instinct, je trouve, dans le jeu de Bruno Fernandes. Beaucoup de déviations à une touche. Voilà, je trouve qu'il est très très fort. Il arrive à sortir des talonnades, des petites déviations pour mettre les autres dans le sens du jeu. Là, il est très très fort. Ses feintes de frappe aussi, feintes de centre. Et voilà, je trouve qu'on ressent vraiment en fait ce joueur qui a explosé sur le tard, qui a eu sa première grosse expérience européenne finalement à 22-23 ans. Ça se sent dans ce joueur instinctif qu'il est. À 26 ans, peut-être par rapport à Pogba et à De Bruyne, il est encore un peu brut de décoffrage.
Puis ça se ressent aussi dans sa gestuelle, pas techniquement, mais dans sa gestuelle vis-à-vis des arbitres, de ses coéquipiers. Tu le vois beaucoup haranguer, même se mettre en colère parce qu'il n'a pas reçu un ballon. Alors je pense qu'en fait, il se met au service du collectif tout en pensant à ses stats personnels. Et ça, c'est plus un défaut, mais dans ce sens-là, il a une qualité, c'est qu'il est toujours en mouvement. C'est un joueur qui est toujours à la recherche de l'espace libre. Et c'est ce qui fait aussi qu'il gueule souvent, c'est qu'il reçoit pas cette balle alors qu'il a trouvé le bon espace. Mais je trouve que c'est vraiment une qualité qu'il a, c'est de toujours se placer entre les lignes et se démarquer comme il faut. Il y a aussi une impression que j'ai par rapport à lui, c'est que plus le niveau s'élève, plus il est fort, j'ai l'impression. On l'a vu avec son arrivée à United. J'ai pas regardé les matchs du Sporting avec Bruno Fernandes, mais j'ai l'impression qu'il a jamais été aussi fort que depuis qu'il est à United, jamais aussi fort statistiquement en tout cas. J'ai hâte de le voir dans un Manchester qui va jouer la Ligue des Champions, on l'espère pour les Red Devils tous les ans. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner en Ligue des Champions, parce que là son expérience en C1 c'est 12 matchs, 5 buts de passe, et quand je vois ce qu'il a fait en Ligue Europa, c'est-à-dire qu'il a fait cette compétition, sa compétition, 33 matchs, 19 buts, 14 passes décisives, bon c'est juste exceptionnel. C'est un joueur qu'on a vu être meilleur joueur du championnat portugais, meilleur joueur de Ligue Europa. Voilà, il y a tout pour que ce soit un joueur qui soit demain dans l'équipe type de la Ligue des Champions, voire un des meilleurs joueurs du gratin européen en fait. Ouais, t'as la sensation que cette formation sur le tard, le fait qu'il soit encore en formation finalement à 26 ans, bah, ça lui laisse une grosse marge de progression. En effet, il y a très peu de vécu au haut niveau, parce que sur les 12 matchs de Ligue des Champions, c'est que des matchs de poule. T'as aucun huitième de finale de Ligue des Champions. Il a une titularisation dans une grande compétition internationale, c'était contre l'Espagne avec le Portugal, le premier match de la Coupe du Monde 2018 pour les deux équipes. Même dans les matchs, c'est encore inconstant, il y a un vrai manque de régularité, il y a une vraie tendance à disparaître des matchs. J'ai le souvenir du match du Manchester PSG de novembre dernier qui est décisif pour la qualif en huitième de finale de Ligue des Champions. Voilà, beaucoup de nonchalance, des fois tu le vois un peu sortir de son sujet. Justement, il s'éparpille un petit peu à gueuler, à haranguer ses copains. Je trouve que voilà, il a encore beaucoup de progrès, de concentration sur l'aspect mental à faire. Il lui manque encore aussi des vrais moments iconiques, je trouve, en sélection évidemment, parce que c'est très compliqué aujourd'hui de trouver sa place dans la sélection portugaise avec un Ronaldo vieillissant et des joueurs qui sont plus installés que lui autour, des Bernardo Silva qui ont réussi déjà à passer ce cap de je joue avec Cristiano, mais je peux aussi prendre ma part. Là, Bruno Fernandes, il est encore en phase d'intégration à ce collectif un peu particulier qu'est le Portugal. Mais même en club, il manque de très grands moments, de moments très forts qui marquent finalement les esprits et qui aussi te font passer un cap. Bah, typiquement, on l'attendait beaucoup plus sur la finale de Ligue Europa que United vient de perdre contre Villarreal. Je disais qu'il était très fort en Ligue Europa, mais pour avoir vu pas mal de matchs de United dans cette compétition-là cette saison, c'est vrai que j'ai vu plusieurs fois où il est passé au travers. Je crois qu'il y avait un match contre le Milan où il avait été très mauvais aussi. C'est vrai qu'il s'efface complètement et c'est un joueur qui effectivement va être fort à l'échelle d'une saison, parce qu'à l'échelle d'une saison, là depuis son arrivée à United notamment, c'est quand même assez régulier si tu prends le plan large, mais tu as des vrais moments d'absence comme tu viens de le dire Geoffrey, et même effectivement au cœur d'un match. On enchaîne avec le troisième joueur du jour, Paul Pogba, le français de l'étape. 28 ans, 1m91, Pogba a fini sa formation au Havre, et puis ensuite Manchester United en 2011-2012, avant le départ pour la Juventus, entre 2012 et 2016, 4 saisons, il revient à United en 2016. Il y a énormément de choses à dire évidemment sur Pogba. On peut peut-être commencer par le début, là où on l'a vraiment vu se révéler, c'est-à-dire la Juventus, où c'était un Pogba très différent. Un Pogba qui jouait plus haut qu'aujourd'hui, qui avait récupéré le numéro 10, qui était beaucoup plus porté vers l'avant, beaucoup plus fantasque dans son jeu, comme dans ses coupes de cheveux peut-être. Un joueur qui, on en parlait un petit peu dans l'échauffement, mais qui a marqué les esprits, ce Pogba de la Juve. En plus, c'était hyper précoce. Il est champion d'Italie à 20 ans. Il est titulaire indiscutable à la Juve à 21, l'année d'après. Il fait ses débuts en bleu en mars 2013. Il a même pas 20 ans à l'époque.
Voilà, ce Pogba de la Juve, c'est une vraie révélation pour tout le monde parce qu'en fait, on entend parler de ce crack qui sort du Havre, qui est parti très tôt à Manchester. On en entend parler en France depuis très longtemps. Mais là, quand il arrive à la Juve, de le voir s'imposer dans un club qui a en plus une image très positive en France, voilà, de par Platini, de par Zidane, de par l'histoire qui est entre les joueurs français et la Juve, il y a un moment un petit peu de waouh, qu'est-ce qui se passe et un moment très fort, surtout qu'il est dans une très belle équipe de la Juve. Avec des gros noms autour. Ça va quand même aller en finale de Ligue des Champions en 2015. On a ce Pogba qui se révèle et qui en effet est très différent. Comme tu dis, il a le numéro 10, mais c'est quasiment même un numéro 10 sur le terrain. Un joueur très proche de la zone de vérité qui va apporter à la fois sa qualité de passe et aussi sa qualité de frappe, pour le coup, qu'on voit s'exprimer beaucoup à la Juve, plus que ce qu'on va voir après. Il met des frappes de 25-30 mètres absolument monstrueuses à cette époque-là. Ce Pogba-là, c'est un vrai rafraîchissement quoi, quand tu le vois débarquer. Ouais, j'ai tendance à dire que les gens, quand ils parlent de Pogba de maintenant, ils ont un peu tendance à oublier cette période à la Juve, où il arrive, ouais, comme tu dis, à 19 ans, dans un club où tu as quand même Pirlo, Marchisio et Vidal au milieu de terrain. Et le mec trouve quand même le moyen, surtout avec Marchisio, d'alterner durant sa première année les titularisations. À la Juve, il a vraiment eu ce contexte, je trouve, parfait pour lui, parfait pour s'exprimer. Il a d'abord eu Conte, et après, c'est surtout quand Allegri arrive qu'il le fait jouer un cran plus haut. Et je trouve qu'en Serie A, il a démontré que dans ce football physique italien, mais qui devient de plus en plus technique, il avait vraiment toute sa place. Il avait la morphologie et le bagage technique pour s'imposer. Si tu mets Pogba 10 ans en arrière, il aurait eu toutes les qualités aussi pour s'imposer. C'est à la différence peut-être d'un Bruno Fernandes. Lui, c'est pas seulement un grand milieu de terrain qui est là pour faire du box-to-box. Il a vraiment cette technique très au-dessus de la moyenne, couplée à cette morphologie physique qui fait qu'il pouvait s'imposer. Et je trouve que les gens ont trop tendance à oublier ce passage à Turin. Un passage qui est réussi dès le début en plus, parce que l'adaptation, il n'y a pas d'histoire. Première saison à la Juve, 37 matchs, 5 buts, bon voilà, mais 37 matchs, il joue à côté de Vidal et Pirlo quand même. Et puis, dans l'histoire de la Juve, il est là à un moment très important, c'est-à-dire que quand il arrive, la Juve vient de gagner un titre pour la première fois depuis 2002-2003, et lui, il va accompagner cette remontée en puissance de la Juve comme la force écrasante de la Serie A. Et ça, c'est pas anodin quand même, puisqu'il est titulaire dans cette équipe-là pendant 4 saisons. Donc, très impressionnant. Et ouais, je suis d'accord sur ce côté athlétique dont tu parlais, David. Clairement, il a une dimension athlétique que les deux autres n'ont pas. Surtout Fernandez d'ailleurs. Et je trouve, moi, il faut faire une différence entre le côté purement physique et le côté athlétique. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment... Alors, il est capable de protéger les ballons et tout de manière impressionnante, mais c'est aussi la répétition des courses... puis il y a ces grands compas aussi qui lui permettent de faire des folies défensivement. Vitesse, puissance, c'est un autre niveau que les deux autres à ce niveau-là. C'est là où c'est difficile des fois de classer Pogba, c'est que en effet il peut avoir cet impact monstrueux à la récupération si tu le responsabilises. Je trouve par exemple à la Coupe du Monde 2018, dans le domaine aérien, il peut être vraiment très très fort, très dominant sur les renvois des gardiens et choses comme ça. Et en même temps, balle au pied, qu'il a une prise de risque qui est très très élevée. Donc du coup, tu as envie de lui dire, va plus près de la zone de vérité, va dans les 35 derniers mètres adverses, et là tu pourras prendre tous les risques que tu veux sans mettre en péril le collectif. Et là, c'est vrai qu'il y a un peu ce double visage avec Pogba, où si tu le mets trop bas, si tu le mets bas, tu sais qu'il va t'apporter toute sa force dans la récupération, mais tu vas un peu le brider, et tu vas l'obliger à jouer un peu plus simple, et si tu le mets haut, il va apporter toute sa force dans les 30-35 derniers mètres, mais du coup tu vas limiter sa zone d'action et c'est un peu dommage parce que comme tu dis, c'est un mec qui peut faire 60 mètres vers l'avant, 60 mètres pour revenir défensivement. Donc c'est là où je pense que c'est difficile de le mettre quelque part et dans un club, on l'a vu d'ailleurs à Manchester, c'est pas toujours facile d'arriver à trouver la bonne position ou l'intégrer à ton collectif. Il a que 28 ans et au final t'as l'impression que depuis qu'il est à Manchester, il stagne. Alors c'est peut-être qu'une impression personnelle, mais je trouve qu'il n'a pas eu ce déclic qu'aurait dû lui apporter la Juve avec cette rigueur italienne, etc. Et en fait, ce retour à Manchester,
c'est un retour en arrière aussi bien dans sa carrière, mais je trouve un retour en arrière dans son jeu. C'est qu'on retrouve un peu cette nonchalance dont on le caractérise, ce fait d'être un peu sur courant alternatif, sans dire de choisir ses matchs, mais quand ça compte un peu moins, tu peux être sûr qu'il va être un peu moins présent. Et à la différence de ce qu'on a vu avec l'équipe de France durant la Coupe du Monde 2018, c'est que quand ça a compté, il a été là, comme tu l'as dit Geoffrey, il a joué ce rôle de leader, un rôle de leader qui connaît depuis le début de sa carrière. C'est peut-être que par rapport aux deux autres, c'est celui qui a été annoncé comme une star le plus tôt dès sa jeunesse et qui a aussi eu de la pression sur ses épaules depuis qu'il est tout petit en fait. Mais c'est vrai que Pogba, on a l'impression qu'il a déjà eu 1000 vies en fait. Il a eu la vie du crack, il a eu la vie du joueur qu'on a à un moment presque considéré comme étant surcoté. Je me rappelle très bien de ces débats-là. On a eu celle du joueur qui se pose un peu et qui épure son jeu avec l'équipe de France. Celle du leader de vestiaire aussi qui s'est affirmé. Et puis là, c'est vrai que cette expérience à Manchester, elle est très mitigée parce que à Manchester, depuis le mondial, on a quand même l'impression qu'il a un petit peu gommé ce côté, ses gestes superflus et tout, mais pas totalement effacé. Effectivement, en finale de Ligue Europa, on a retrouvé un peu ces dérives-là dans son jeu. Et à l'échelle de toute son expérience à United, c'est vrai qu'il y a une belle première saison avec 2 titres. Je crois qu'il gagne tout de suite 2 titres quand il arrive. Et puis derrière, c'est très irrégulier. Il y a des blessures qui l'éloignent énormément. La saison dernière, il manque 40 matchs pour cause de blessures. Il y a les embrouilles avec Mourinho, les envies publiques de départ, et puis finalement je reste. Donc c'est quand même un parcours à United très cabossé, même si ça va quand même mieux avec Solskjaer et que ça va mieux depuis que Fernandes est ici. Je trouve que ce qui manque à Pogba à Manchester, c'est en fait de se sentir complètement intégré au projet. En fait. Je pense qu'il a besoin d'être un peu le centre de l'attention, un peu chouchouté, comme c'est le faire parfaitement pour le coup Deschamps. Et c'est pour ça qu'en équipe de France, tu sens qu'il est exactement dans le rôle que lui donne Deschamps. Alors qu'avec Solskjaer, il va un peu plus se disperser de temps en temps. Après, c'est peut-être plus facile de se mobiliser sur une grande compétition d'1 mois que sur une saison de 10 mois. Mais il y a aussi ce sentiment que si Pogba, tu lui parles, tu lui expliques pourquoi tu fais les choses et tu le mets dans un état de confiance le plus grand possible, et ben il va te rendre en fait. Il marche un peu au donnant-donnant. Et à Manchester, on ne sait pas trop comment le gérer, cette personnalité, parce qu'on a l'habitude, voilà, c'est un peu la culture Sir Alex Ferguson. Si tu n'as pas envie de rentrer dans le moule, tu n'y rentreras pas et on ne va pas te forcer à rentrer dedans. Et on ne va pas s'adapter à toi surtout. Et donc du coup, c'est certainement pour ça qu'on voit le meilleur Pogba en équipe de France. En fait, c'est le cas sur la Coupe du Monde 2018, mais c'est le cas globalement, je trouve, depuis l'Euro 2016. Et même, c'est le cas sur les rassemblements. En fait, des fois, tu as un Pogba qui est complètement à la ramasse avec Manchester, il va arriver en équipe de France, il te sort de match d'une propreté absolue. Ouais, je pense que c'est au final, à Manchester, il lui manque un vrai cadre sportif, mais aussi un cadre de leadership. En fait, quand tu regardes, comme tu dis, quand tu regardes l'équipe de France, il est chouchouté par Deschamps, mais tu as quand même des gens comme Griezmann, tu as des gens comme Lloris qui sont là pour parler, qui vont peut-être prendre le leadership de l'équipe plus que Pogba. Et quand il était à la Juventus, tu avais des Chiellini, tu avais des Buffon, tu avais des Pirlo, tu avais des gens qui avaient de la bouteille et qui étaient là pour taper du poing sur la table. Et je trouve que peut-être toute l'équipe est livrée à elle-même sans réel cadre, sans vrai leader. Si ton leader c'est Harry Maguire, quoi. Donc c'est un peu, je pense que c'est ce qui lui manque à Manchester pour donner la pleine mesure de son talent, quoi. C'est vrai qu'il est très très loin d'être arrivé à United dans la meilleure période du club. United, c'est quand même un club qui est en grosse difficulté sur plusieurs aspects depuis plusieurs saisons, même si là, ils vont retrouver la Ligue des Champions. On est bon, messieurs, on va pouvoir passer au temps additionnel. Additionnel, 3 minutes minimum. 3 minutes de bonheur en plus. Geoffrey, est-ce que tu veux te lancer ? J'ai l'impression que tu es encore en réflexion. J'avoue que sur ton titulaire. C'est pas si simple de faire son choix. Je vais quand même prendre Kevin De Bruyne en titulaire. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est le joueur le plus complet des trois. Celui qui peut vraiment faire la différence à tout moment. Je trouve que la dimension qu'il a prise, autant technique, physique et mentale, avec Pep Guardiola, fait qu'aujourd'hui c'est un joueur total et c'est le milieu de terrain du moment par excellence. Donc voilà, je ne peux pas me passer de Kevin De Bruyne comme titulaire. Derrière, ça sera Polo,
parce que palmarès déjà exceptionnel, finalement, à 28 ans, champion du monde, vainqueur de la Ligue Europa, il y a 4 titres de champion d'Italie, une expérience énorme pour son âge, et des qualités qui ne demandent qu'à s'exprimer au quotidien. Voilà, il y a encore cette petite limite-là chez Pogba, c'est un reproche qu'on lui fait, j'ai l'impression, depuis le début de sa carrière. C'est ça qui m'empêche peut-être de le mettre titulaire, mais pour moi, je le mets quand même au-dessus d'un Bruno Fernandes, qui manque encore de vraies références. Voilà, ça fait 1 an et demi qu'il est au très haut niveau dans un top championnat européen, très peu d'expérience de Ligue des Champions, une carrière internationale qui est encore à ses prémices. Donc voilà, Fernandes, je crois vraiment au potentiel. Pour moi, il y a un petit côté Pastore chez Bruno Fernandes, à voir s'il arrivera à trouver la régularité que n'a jamais eu Ravière. Je vais mettre Paul Pogba en titulaire. J'ai hésité jusqu'au bout, mais Pogba en titulaire. Pour ce que tu disais sur son expérience, donc le palmarès, tu l'as cité. Si tu ajoutes à ça une finale de Ligue des Champions perdue, une finale d'Euro perdue, c'est quand même un joueur qui a tout connu, quoi. Vraiment, les succès comme les défaites difficiles, mais qui a connu beaucoup de finales de très très haut niveau. Et ce que j'aime aussi, c'est que tout à l'heure tu disais ça pour De Bruyne, moi je trouve que c'est vrai pour Pogba aussi, c'est que même dans un match où il est plus en difficulté, balle au pied, etc., en fait il existe toujours. On ne dira jamais que Pogba est passé complètement au travers d'un match parce que de par son impact dans le domaine aérien, dans les récupérations, avec ses grandes jambes, il y a toujours un moyen d'exister, il ne va jamais se cacher et ça c'est quelque chose que j'aime énormément chez lui. Remplaçant, De Bruyne, il arrive évidemment juste derrière et je pense que c'est le choix le plus difficile que j'ai eu à faire depuis le début, c'est celui qui m'a fait le plus hésiter. Hors blessure, c'est l'excellence absolue depuis son arrivée à City, régularité, fiabilité. S'il avait joué la finale de Ligue des Champions jusqu'au bout et que la fin avait été différente, peut-être que j'aurais changé mon classement, mais il garde quand même cette étiquette un petit peu de beau perdant comme j'en parlais tout à l'heure et c'est ce qui me fait le mettre remplaçant. Et puis au placard, Fernandes, parce qu'il est quand même un cran en dessous des deux autres, je trouve encore. Moins polyvalent, moi il me fait un petit peu moins vibrer, même si c'est un très très beau joueur. Et lui, pour le coup, quand on le voit pas du tout, quoi. Il est capable d'être complètement fantomatique. Eh ben, je vais te suivre, Arthur. J'ai exactement le même classement. À la différence que moi, une victoire de Manchester City en finale de Ligue des Champions, ça n'aurait pas changé grand-chose parce que pour moi, un Paul Pogba, comme on a pu le voir à la Juve ou comme on le voit en équipe de France dans les grandes compétitions, il est tout simplement indispensable. Il a tout pour lui. Il a ce profil physique, athlétique et technique qui fait que c'est un titulaire à part entière. Alors oui, on peut lui reprocher son rendement à Manchester United et j'en suis presque à vouloir, à espérer un départ pour son bien, pas pour son bien lui, mais pour pouvoir retrouver ce Pogba de la Juve. Mais tout ce qu'il a pu apporter dans les titres de la Juve ou de l'équipe de France en font un titulaire à part entière. Et là, c'est ce qui me pousse à mettre De Bruyne en remplaçant. Sa maestria et son évolution sous Guardiola sont incroyables et exceptionnelles. Ça devient de plus en plus un milieu complet. Mais il me manque encore quelque chose collectivement, peut-être avec la Belgique, ou un vrai parcours et un vrai titre avec Manchester City pour en faire mon titulaire et déloger Pogba. Et enfin, au placard, moi aussi, j'ai Bruno Fernandes qui va rester sur la côte atlantique, passer ses vacances. Mais c'est simplement par conviction personnelle, parce que j'avoue quand je regarde un match de Bruno Fernandes, ça ne me fait pas grimper au rideau comme peuvent me le faire les deux autres. C'est un joueur incroyable avec peut-être le plus fin techniquement, mais il a que 1 an et demi au plus haut niveau et ça reste un cran en dessous par rapport aux deux autres. Alors juste pour rendre hommage à De Bruyne quand même, on n'a pas précisé qu'il a été essentiel au titre en première ligue quand même de Manchester City, notamment de la saison à 100 points, etc. Et je trouve qu'on ne l'avait pas précisé et ça me paraissait très important. Ton cœur Sky Blue était obligé de le rappeler. Sur ce, on va conclure. Merci à tous de nous avoir écoutés. On attend vos classements. N'hésitez pas à donner votre avis, à venir ajouter votre participation à ce débat. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci David, merci Geoffrey. À très vite. Merci à toi Arthur, merci David. Salut à tous les trois.